Voilà, rebonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Je suis Jean-Charles Catteau. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée et cet après-midi sur les différentes conférences qui se succéderont. Et surtout, je le précise d'ores et déjà en tant que modérateur, mais en tant que facilitateur de vos échanges avec les intervenants, puisque nous avons prévu pour chacune des conférences des temps d'échange avec celles et ceux qui se présenteront devant vous, qui vous feront part de leur sujet, de leurs propos, et à l'issue de ces présentations, je vous proposerai des temps pour les interroger directement. Mais sans plus attendre, pour vous rappeler le contenu de cette matinée, nous parlerons dans la deuxième partie de la matinée, à partir de 11h30, nous parlerons politique. Mais je vous rassure, de politique de l'eau, comme vous pouvez l'imaginer, surtout de quelle politique face au changement climatique. Mais pour commencer, nous allons nous intéresser au sujet de la désimperméabilisation. Ce n'est pas le mot le plus long de la langue française, mais pas loin, comme vous le savez. Pour commencer, je vais inviter Madame Annick Mièvre, directrice régionale de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, à bien vouloir vous accueillir, avant de parler ensuite de cadrage méthodologique, de premier retour d'expérience, de gestion durable des eaux pluviales au cœur des échanges tout au long de cette matinée. Et avec vous, j'espère d'avance que vous pourrez y contribuer. Bonjour à tous, donc Annick Mièvre, je suis la directrice régionale de l'Agence de l'eau. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur la désimperméabilisation, effectivement, comme ça vous a été rappelé, un terme un peu barbare, mais pour parler d'un enjeu très important qui est l'adaptation de nos territoires au changement climatique, l'introduction de la nature en ville et qui contribue également à la biodiversité. Et puis la lutte contre les pollutions urbaines par donc l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle et non plus le ruissellement vers les milieux naturels ou vers la mer. Donc ce sujet est un point très important de notre programme d'intervention 2019-2024 en cours, puisque l'objectif c'est effectivement de traiter d'abord les pollutions urbaines, mais aussi donc de contribuer au rechargement des nappes, de contribuer à stocker de l'eau pour arroser, donc à faire des économies d'eau, et puis donc à rapporter cette nature en ville. Donc c'est un axe très important de notre objectif d'adaptation des territoires au changement climatique. Et pour impulser cette démarche, on a lancé donc dès 2019 un appel à projet qu'on avait appelé un coin de verdure pour la pluie, qui s'est transformé en l'appel à projet rebond suite à la pandémie, mais qui avait donc pour but de dynamiser le sujet dans les territoires et notamment dans les cours d'école, également pour sensibiliser les enfants qui sont les futurs citoyens décideurs pour l'avenir de notre planète. Donc je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je ne serai pas plus longue. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir regarder concrètement ce qui peut être fait, comment on fait, comment l'agence peut vous aider, quelles sont les techniques, donc pour vous donner vraiment les atouts pour agir. Et je remercie les intervenants d'aujourd'hui qui vont témoigner, donc la ville d'Aix-en-Provence, la ville de Marseille, le bureau d'études dont j'ai perdu le nom, Actua, pardon, qui va aussi témoigner de la façon dont on procède, et puis le parc du Luberon également, qui est un partenaire très important pour nous. Je ne serai pas plus longue, je vous remercie et bon échange. Merci à vous, Madame Mièvre, pour cette introduction qui plante notre décor, en quelque sorte, de cette première partie de la matinée que nous allons consacrer au premier retour d'expérience d'écoles dites désimperméabilisées. Et pour commencer, je vous propose d'entendre le retour d'expérience de la ville de Marseille, qui nous est présenté par Madame Perrine Prigent, qui est conseillère municipale déléguée à la valorisation du patrimoine urbain, architectural, à l'amélioration des espaces publics et à la place de l'eau dans la ville. Je vais vous proposer de vous installer sur cette scène. Merci Madame Prigent. Et nous faire ce retour d'expérience, sauf erreur, qui concerne deux écoles en particulier sur lesquelles vous avez des éléments à partager. Je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous avez déjà dit mon titre, c'est très long. L'important pour aujourd'hui, c'est évidemment la question de la place de l'eau dans la ville. À la ville de Marseille, nous avons 472 écoles maternelles et élémentaires, dont une partie est dans un état discutable. Il y a un grand plan école, je pense que vous êtes tous au courant. Mais outre ce grand plan école, la question qui s'est posée très rapidement à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait en partant de l'existant, avec des interventions pas que sur le bâti, pour améliorer le quotidien des enfants, le quotidien des enseignants et le quotidien des ATSEM.
La cour d'école, c'est un élément qui est assez central dans le fonctionnement de ces sites, qui est très utilisé dans les récrés, mais qui est aussi sous-utilisé. Il est sous-utilisé parce qu'il y a des jeux sur des espaces plats, des jeux qui sont souvent des jeux de garçons, des jeux de foot, qui mettent les enfants qui ne jouent pas à ces jeux collectifs sur le bord, les garçons, mais aussi les filles. Et donc il y a aussi toutes ces idées de travailler sur les usages de la cour, travailler sur comment on vit dans la cour, comment on vit dans la cour l'hiver et l'été quand il fait chaud, avec des cours qui sont dans des surfaces bitumées qui sont très très chaudes. Donc le souhait de la majorité municipale, évidemment, c'est d'avoir une ville plus verte, plus juste et plus démocratique. Et donc les cours d'école sont un endroit assez idéal pour travailler sur, comme l'a dit Annick, les enfants qui sont les futurs citoyens de demain, les sensibiliser à la nature qui les environne pas mais qui devrait les environner un peu plus et leur faire toucher un petit peu des choses dont ils n'ont plus l'habitude, ces petits citadins. Donc on s'est lancé dans la désimperméabilisation des cours d'école. On a souhaité agir assez rapidement, donc on a sélectionné deux sites sur lesquels on s'est dit, donc le début du mandat est en 2020, on s'est dit on veut une intervention assez rapide. Et donc on a sollicité les services. Ah oui, ça va mieux si je parle plus près du micro. Sollicité les services qui ont répondu présent et je les en remercie. Donc il y a Madame Navarro et Monsieur Dachauzière qui sont là, qui représentent les services de la ville de Marseille pour l'architecture et les parcs et jardins. Donc ils ont été mis sous pression et ils ont répondu présent. Et voilà, c'est une très très bonne chose. Donc les sites qu'on a sélectionnés, vous avez la carte, là, les 2 points rouges sont les 2 écoles, donc plutôt en centre-ville, en milieu urbain dense, parce que l'intérêt de travailler sur des sites tests, c'est aussi de faire effet levier, parce que désimperméabiliser des cours d'école, c'est aussi lutter contre les îlots de chaleur urbains, et donc ça a un effet plus important en milieu urbain dense. Donc là, les deux cours qu'on a sélectionnés, c'est Révolution Jet d'eau dans le 3e, donc celle qui est tout en haut, et 2 écoles, Sainte-Sophie, donc élémentaire et maternelle, dans le 4e arrondissement. Ces choix sont aussi travaillés pour intervenir donc, dans des écoles qui étaient particulièrement demandeuses parce qu'en défaut d'entretien, et défaut d'entretien qui était tel qu'en fait, il y avait des travaux qui étaient programmés sur Sainte-Sophie, alors qui auraient été juste de la reprise des bitumes. Mais donc, on a proposé de transformer ces travaux-là et de les améliorer pour aller vers la désimperméabilisation. On est sur des milieux qui sont plutôt des milieux populaires. Et donc, l'intérêt aussi pour nous, c'est d'aller travailler dans toutes les écoles et de dire l'école publique doit attirer, et donc pour aussi réattirer et ne pas avoir une fuite vers que le privé, il faut aussi donner des conditions d'étudier qui sont intéressantes et qualitatives pour toutes et tous. Donc il n'y a pas, le message politique de notre municipalité, c'est on va réintroduire la nature en ville et ça doit se faire quels que soient les milieux aisés ou populaires dans lesquels on se trouve. D'où l'intérêt qu'on a, nous, ici. On a sélectionné également ces écoles parce que les équipes enseignantes étaient mobilisées et volontaires pour agir. C'est un projet pédagogique. On part de quelque chose qui était assez linéaire et finalement, intervenir sur des cours d'école, ce n'est pas que désimperméabiliser. Le départ, c'est bien ça. Mais en fait, c'est aussi travailler sur un véritable projet. Donc, on a voulu mettre en place un processus de mobilisation, de concertation, donc, à choisir au niveau des mots. Et outre le partenariat avec l'Agence de l'eau, que l'on remercie évidemment, on s'est appuyé sur un dispositif auquel participe la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est le LIFE Nature en Ville. Et donc on remercie évidemment aussi la région pour cela, qui nous a appuyé sur la mise en place de la concertation. On a eu 2 moments d'échange avec les élèves, les équipes enseignantes, les parents d'élèves, les ATSEM, les personnels municipaux qui interviennent dans l'école,
et les services de la ville qui intervenaient dans ces travaux-là. Alors, c'est un processus qui est encore une fois un petit peu nouveau pour la ville de Marseille, mais auquel nous, on est très très attachés. En fait, on ne va pas faire un projet sans discuter avec les usagers, les utilisateurs de ces projets-là. Et donc c'est important d'avoir des retours et de pouvoir discuter sur quelles sont les envies, jusqu'où on peut aller, comment après, nous, côté ville de Marseille, on est en capacité ou pas de venir entretenir, parce qu'il y a ces questions-là aussi, hein, d'entretien après, c'est assez important. Et donc on a eu 2 sessions qui ont été, bon, certes un petit peu bousculées par notre crise sanitaire, hein, qui ont un peu contraint, mais néanmoins, le message qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait, on a pu le faire, on y arrive, et ça nous a aidés. Même de manière contrainte, les projets ont été largement améliorés avec les retours que nous ont fait les équipes et les élèves surtout. Vu le... Ouais, vous avancez au fur et à mesure, c'est bien. Vu les délais qui étaient assez contraints, hein, on a fait... tout ce projet, il s'est monté entre février et août, donc de février à juin, on va dire à peu près pour les études, ou juillet et août pour les travaux, donc 2 mois de travaux sur 2 cours d'école. Évidemment, c'est une contrainte qui est nécessaire à prendre en compte, pas toujours évidente. Il y a eu quelques petites sueurs froides, mais tout s'est bien passé finalement, je vous rassure. La rentrée s'est bien passée. Donc on a fait cette conception avec la concertation. Première session de concertation, la cour rêvée. Un parcours dans les cours d'école pour voir avec les élèves quels sont les usages qu'ils avaient sur site, qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer, quels étaient leurs rêves. Alors on a eu des tyroliennes et des choses comme ça, c'était génial, c'était extraordinaire. Pas réalisable, mais néanmoins, voilà, ça fait penser, ça fait réfléchir. Et une deuxième session sur comment on fait sur cette cour en usage. Qu'est-ce qu'on a droit de faire dans la cour, qu'est-ce qu'on n'a pas droit de faire, et qui intervient quand et comment en termes d'entretien. Voilà, qui va arroser ou pas arroser, est-ce que les élèves ils ont droit, ils n'ont pas droit, comment ça fonctionne. C'est important aussi ces sessions-là parce que en fait, on ne fait pas ces cours pour juste le moment où on va les inaugurer. L'intérêt, c'est que ça fonctionne, que ce soit bien approprié et que ça soit utile, peut-être en ouvrant les usages. Et finalement, dans ces échanges qu'on a eus sur site, on s'est aperçu qu'au niveau des enseignants, il y avait aussi des envies de se dire on peut aussi sortir du bâtiment pour faire la classe de temps en temps. Et donc, on nous a demandé de mettre des tables et des bancs. C'est des choses qui n'étaient pas prévues au départ et qu'on a pu intégrer au fur et à mesure dans le projet. Et donc, on voit que d'une cour très plate et très monofonctionnelle, on arrive à des choses sur lesquelles il y a différents usages qui viennent se poser, qui peuvent évoluer en fonction de l'heure de la journée. Sur les petites récré et les grandes, il y a des choses différentes qui vont se passer. Il y a des demandes de coins calmes pour pouvoir se raconter des secrets, se cacher un petit peu dans des cabanes, donc les tables pour les cours d'école, et pas faire qu'une partie de foot. C'est aussi ça qui est assez important, pouvoir grimper, pouvoir escalader, c'est des choses qui sont revenues assez souvent dans les demandes qu'on a eues. Alors, pour vous dire les éléments qu'on a pu mettre en place dans les travaux. Donc, on part de 2 cours bitumés et on a fait de la pleine terre. On a mis du sol amortissant avec copeaux. On a mis du stabilisé. On a mis des pavés perméables enherbés. Il y a eu des végétales sur des clôtures existantes qui ont été posées et du béton drainant hydromédia. Oui, j'ai tout dit. Alors là, vous avez les photos de l'école Sainte-Sophie. Donc l'école Sainte-Sophie, c'est une école maternelle et une élémentaire. Il y a à peu près 2750 mètres carrés de surface pour la cour. Et on a désimperméabilisé 751 mètres carrés. Il y avait déjà 500 mètres carrés qui étaient perméables au départ. Si on passe à la cour de l'école Révolution Jet d'eau. Donc c'est une cour qui fait à peu près 2800 mètres carrés. Et il y avait juste 195 mètres carrés de perméable. Donc là, on a rajouté 1300 mètres carrés
désimperméabiliser. Pardon. Donc on arrive à 1500 mètres carrés au total. Alors, tant que j'en suis aux chiffres, je vais vous dire les coûts auxquels qu'on a dû porter. Donc les études, on a fait pas mal de choses en interne, mais néanmoins, il y avait 77 000 € à peu près d'études. Et pour les travaux, c'était 523 000 €. On avait prévu 450. Et en fait, les réalités font que on a eu des surcoûts en cours de route, des surcoûts qui sont dus à la question de la réalité des sols marseillais. On a des sols qui sont en argile, donc on a dû creuser plus. Il y a eu des contraintes, notamment sur les tailles des véhicules. Je regarde en même temps mes collègues, parce qu'on était donc dans des sites avec des accès contraints. Il y a des cul-de-sac, il y avait des rues qui étaient assez petites et qui étaient anticipées, mais finalement elles étaient très très encombrées. Donc ça, on l'avait un peu moins anticipé. Et pour Sainte-Sophie, on a eu un espace de travail qui était assez contraint finalement. Donc ça aussi, c'était des choses pas suffisamment peut-être vues avant, qu'il faudra qu'on anticipe pour les prochains travaux. À noter qu'on a les mobiliers qui ont été réalisés par la régie de la ville de Marseille et que les jeux en bois qui ont été posés, là pour le coup on est passé pour des entreprises, sont des jeux en bois d'arbre. Du robinier, me souffle-t-on. Très bien, merci. Alors, on peut peut-être passer, voilà. Comme ça, vous avez des photos de ce que ça donne maintenant. À la rentrée, c'était pas tout à fait comme ça, parce que il faut que j'accélère. Pardonnez-moi, je vous mettre un petit peu la pression. J'en profite, enfin en matière d'eau, sans jeu de mots, mais j'en profite pour, comment dirais-je, informer les prochains intervenants aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons prévu un temps d'échange. Oui. Donc j'inviterai chacun à respecter le temps qui lui a été imparti pour pas qu'on déroge trop, sinon on n'aura plus suffisamment de temps pour vous poser des questions. J'accélère. Je vous en prie, merci. Alors, très vite, du coup, tout était prêt pour la rentrée, tout s'est bien passé. Néanmoins, il n'y avait pas les plantations qui étaient faites. Et donc, on a eu plein de questions sur cette phase-là. Là, les plantations ont été faites aux vacances d'automne. Donc, vous avez ce que ça donne maintenant, hein, les fameuses tables avec les bancs, les jeux d'enfants, etc. Donc, on a des espaces aussi de jardin pédagogique. La chose qui est assez satisfaisante, notamment sur le point de vue du fonctionnement de l'absorption de l'eau, c'est qu'on a eu des grosses pluies le 4 octobre dernier. Je pense que vous en rappelez tous. Il n'y a pas eu d'inondation dans les cours d'école. Donc, voilà, tout s'est bien passé. Il y a eu quelques flaques d'eau. Et les flaques d'eau, elles étaient aux endroits sur lesquels on n'était pas intervenu. Donc, voilà, ça marche très bien. C'est QFD. En tout cas, ça remplit sa mission finalement. Très Totalement. Bien. Donc on est très satisfait sur ces points-là. Et au fur et à mesure, en fait, on voit que les élèves s'approprient la cour, ils jouent au jeu qu'on a mis, et ça c'est génial. Les jeux, on les a mis dans l'école maternelle, ça c'est habituel. On les a mis dans les écoles élémentaires. Ça c'est un peu moins habituel pour la ville de Marseille en tout cas. Et donc il y a quand même une très forte utilisation de ces jeux-là. Il y a l'utilisation des copeaux. Les enfants sont ravis d'avoir des choses à prendre en main. Un travail dessus, parce que le grammage en fait, des copeaux peut poser parfois problème. Donc on a eu au fur et à mesure un travail d'affinage pour pas qu'il y ait de mise en danger des enfants, évidemment. C'est pas l'objectif. Et ça se passe bien. Au niveau des équipes enseignantes, ils nous remontent plein de questions toujours, mais ça c'est normal. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a quand même une nécessité d'accompagner tous ces changements de pratique. Et des constats aussi de nouveaux usages. Typiquement, sur l'école Sainte-Sophie, ils ont un plateau sportif qui était sous-utilisé avant parce que ils avaient l'école qui était plate, donc ils restaient sur leur cours d'école. Et là,
ils ont plein de jeux différents des enfants dans ces cours-là, et ils utilisent beaucoup plus leur plateau sportif. Et donc, ils nous demandent plein de choses sur le plateau sportif. C'est très bien. Nous, on est très satisfaits de ça. Et on voit que, voilà, au fur et à mesure, on a des remontées qui sont très, très positives. Donc, on est très encouragés là-dedans. Le constat qui est fait, c'est qu'on peut monter des projets pédagogiques sur ces questions-là, des projets de long terme, de sensibilisation des enfants à la question de l'eau, à la présence de la nature en ville. Et je pense que je laisserai aux échanges les questions un petit peu plus techniques. Un dernier mot pour vous dire qu'en fait, ces 2 écoles, c'est pas juste une fin en soi, et c'est juste un début. Notre souhait, c'est d'aller travailler sur d'autres sites. Donc, on a programmé une phase d'études sur 10 à 15 cours dans les années à venir, études et travaux évidemment, mais on va avoir une phase d'études un peu plus poussée que celle qu'on avait. Et que les cours d'école, ça donne des idées aussi pour travailler sur d'autres endroits. Et notamment, on a un début de mouvement sur la désimperméabilisation de nos squares, parcs et jardins, qui à Marseille sont imperméables, parfois à hauteur de 70% de la surface. J'espère n'avoir pas trop débordé. En tout cas, c'était mon mot de la fin. Bon, un petit peu quand même, pour ne rien vous cacher, mais je vous le dis, je voudrais surtout pas être désobligeant, mais c'est très simple, hein, la règle du jeu, comme vous pouvez l'imaginer, 3 interventions de 10 minutes, 15 minutes d'échange. Si chaque intervenant fait 15 minutes, il n'y a plus de 10 minutes, il n'y a plus d'échange. Voilà, c'était juste l'objet de ma petite remarque, n'y voyez rien de malicieux de ma part. Merci beaucoup Madame Prigent, je vous invite à rester là, puisque j'imagine qu'il y aura des questions à votre intention ensuite. Je vous propose sans transition d'entendre le retour d'expérience de la ville d'Aix, avec une présentation qui nous est proposée par Élise Trivelli, qui est chargée de mission développement durable à la mairie d'Aix-en-Provence, qui va nous faire un retour également en une dizaine de minutes, qui nous permettra d'entendre un 3e et dernier témoignage avant de vous proposer de poser des questions à nos intervenantes. Bonjour à tous. Alors, du coup, moi, je suis chargée de mission développement durable, donc j'excuse mes collègues des services techniques qui ont en grande partie porté le projet sur le plan technique. Moi, j'ai plus accompagné l'interface avec l'agence de l'eau, poussé dans le sens de la désimperméabilisation, puisqu'au départ, nous étions partis sur 2 projets de requalification complètement classiques, de réfection des enrobés. En fait, on est parti de 2 cours, 4 écoles qui devaient faire l'objet d'une réflexion simple d'enrobés. On a complètement transformé ce projet-là en étant opportuniste et en bénéficiant en fait de cet accompagnement de l'agence de l'eau, accompagnement financier et technique, parce qu'on a aussi eu beaucoup d'échanges avec eux. On a aussi profité de la présence et d'une collaboration de longue date avec le CPIE du Pays d'Aix, donc avec lequel la ville a une convention d'objectifs pluriannuels, et du coup qui nous a accompagnés pour la partie concertation, co-construction, parce qu'ils ont une longue expérience d'intervention dans les écoles. Donc Lila Garros, qui est au premier rang, là, sera là s'il y a des questions sur ce volet plus particulier. Donc, nous avons donc travaillé sur 2 groupes scolaires et 4 cours, donc chaque fois l'élémentaire et la maternelle, en maîtrise d'œuvre interne avec un paysagiste qui est directement, qui fait partie de la direction des espaces verts de la ville d'Aix-en-Provence. Donc on a travaillé sur cette conception, et également vous avez en bas à droite de l'écran la partie retour des usages. Donc l'intervention du CPIE a consisté vraiment à faire des entretiens avec l'ensemble du personnel intervenant, que ce soit personnel technique, personnel d'entretien, personnel de la cantine, des cours, du périscolaire. Et ces cours ont été choisis aussi parce qu'elles accueillent des ALSH l'été. Donc l'idée, c'était que si les cours sont améliorés, rafraîchis, elles puissent profiter vraiment à d'autres usagers que les écoliers pendant la période qui est la plus critique, puisque ces cours étaient extrêmement minérales. Donc on a eu alors les rencontres qui devaient se faire physiquement dans les écoles avec un travail au sein des classes s'est transformé en travail confié aux enseignants avec des outils qui ont dû être adaptés à cause de la crise sanitaire, mais ça tout le monde a dû s'adapter à la situation. Donc il y a eu vraiment un échange, et c'était un petit peu la nouveauté pour nous de faire travailler les services techniques avec
des acteurs associatifs et d'être sur la question de prise en compte des usages. Donc ça, c'était un peu un bouleversement de pratique, mais c'était un petit peu, on l'a présenté comme ça, une condition, on va dire, de l'agence de l'eau. Donc on a pu amener aussi cette collaboration, donc avoir ce retour au fur et à mesure de la conception des projets. Et on avait aussi en amont fait quand même des études de sol et de perméabilité qui nous ont révélé que le sol était très peu perméable. Pour autant, il n'y avait pas de contre-indication à intervenir avec des potentialités de faire de la rétention d'eau, à ralentir le ruissellement. Donc vous allez voir comment on a avancé. Juste quelques photos donc sur une première école qui est l'école maternelle Paul Arène. Donc là où on était intervenu principalement en replantant des arbres, en élargissant des fosses d'arbres et en créant des zones de pavés enherbés. Donc les interventions étaient très simples. Il faut savoir qu'on a eu une très forte volonté de notre exécutif d'intervenir sur l'ensemble des cours d'école. Il y en a 76 à Aix-en-Provence à l'échelle du mandat. Donc on est sur un rythme d'intervention d'une quinzaine d'écoles qui doivent être traitées par an. Alors pas toutes sur des projets aussi importants que des projets de désimperméabilisation. Il y en a qui nécessitent simplement des replantations ou sur lesquelles on est intervenu en remettant à disposition des élèves des zones d'espace vert qui avaient été simplement clôturées, grillagées parce que difficiles à entretenir. Voilà. Et du coup, on est intervenu de façon diverse sur ces cours d'école avec une autorisation de programme sur 5 ans d'1 million d'euros par an. Donc il a fallu aussi faire des choix avec donc 13 écoles qui ont été traitées en 2021, une quinzaine qui sont prévues en 2022. Donc dans ces écoles-là, 4 ont fait l'objet d'un programme de désimperméabilisation et végétalisation, les autres d'intervention un petit peu plus légère pour retomber sur un équilibre financier de ces 1 million d'euros par an qui était le budget qui était alloué à ce programme. Donc voilà pour l'école maternelle Paul Arène. On a des écoles qui sont dans des configurations assez simples, là, avec une pente unique, avec des avaloirs qui se trouvaient en bordure de cours, donc une collecte des eaux, un circuit de l'eau en fait assez simple à collecter. L'école juste à côté, donc c'est l'école élémentaire. Alors elle a bénéficié de surfaces qui ont été plus larges. On voit la petite esquisse en bas à gauche. On a finalement beaucoup élargi en faisant des zones enherbées et en réduisant la surface des pavés à des espaces de circulation. Donc là, il y a eu des grosses interventions de décaissement, de remplacement, et les arbres qui ne sont pas encore plantés sur la photo en haut à gauche, ils l'ont été à la Toussaint. Donc il y a 6 arbres qui ont été plantés sur les 2 espaces périphériques de cette bande de pavés enherbés. Voilà, donc bénéficient en fait de grosses fosses d'arbres désormais, et les platanes qui étaient déjà présents dans la partie ombragée, eux, ont vu leurs pieds d'arbres élargis et protégés en fait par des bancs circulaires. Et on a aussi profité pour masquer, en fait, on va dire, les brises vues avec des plantes grimpantes, en élargissant aussi beaucoup les bandes de plantation de ces plantes. Voilà pour l'école Paul Arène. Ensuite, l'école peut-être sur laquelle on est allé le plus loin, puisque c'est l'école des 2 Ormeaux, et c'est de là qu'était partie cette idée de désimperméabiliser cette école, de rentrer dans ce programme. On avait un patio central, vous voyez, complètement inutilisé en haut à gauche. En fait, il ne servait qu'une fois par an, quasiment. C'est pour la photo de classe, parce que c'était un véritable four encadré sur 3 côtés par des bâtiments et une arche de l'autre. Alors celui-là a fait l'objet d'un traitement lourd. Tous les pavés ont été retirés. 1,50 m de déblai a été enlevé, remplacé par de la terre. En fait, c'est aussi une énorme fosse d'arbres qui a été comblée ensuite donc, par de la terre, un géotextile et des graviers, et sur lesquels on a implanté des jeux. Ça n'a pas été déconnecté du pluvial, en fait, le niveau du pluvial a été rehaussé, donc on a quand même un avaloir qui fait surverse, mais du coup on a un espace de stockage important, et là aussi avec vraiment anxiété, on est allé faire un tour après les grosses pluies, et en fait il n'y avait aucune trace, tout a été infiltré parfaitement. On a une réserve qui avait été estimée à 60 mètres cubes entre ces 2 ouvrages, celui que je vais vous montrer juste après, et ce patio désimperméabilisé. Donc vous voyez les 3 arbres qui ont été plantés. Il y a également des jeux. Alors
On avait eu des propositions du paysagiste d'aller plus loin dans les jeux, mais on a beaucoup de réticences déjà sur, pareil, les graviers, le mulch, mais ça, on y est arrivé sur des jeux, les troncs d'arbres. Aujourd'hui, que ce soit la direction de l'éducation ou les enseignants sont encore assez réticents. Donc on attend des retours d'expérience des autres villes qui sont allées jusque-là, parce que par rapport au projet et aux souhaits de ce qui avait été exprimé par les enfants, par les enseignants, je pense qu'on pourrait encore progresser dans les propositions. La petite photo en bas au milieu, c'est simplement un espace qui était un espace vert qui était complètement grillagé, donc les enfants n'y avaient pas accès. Donc ça a été ouvert, et la crainte étant qu'il ramène de la boue et que l'herbe soit piétinée, il y a une couverture de mulch qui a été posée, qui permet du coup de se déplacer. Là aussi, on a eu des retours sur la taille des copeaux, et les enfants ramenaient tous les plus gros copeaux à la maîtresse, mais ça y est, ça s'est stabilisé et on n'a pas eu de problème d'entretien depuis. Il est prévu dans le cadre périscolaire aussi qu'on équipe ça. Le CPIE aussi intervient en accompagnement de la prise en main de ces cours. Donc maintenant, on est sur des questions de balayer, remettre les copeaux, remettre les graviers, parce qu'évidemment, les enfants s'en saisissent. La cour est beaucoup plus calme, c'est les premiers retours d'expérience qu'on a aussi. Mais en fait, ça génère de la dispersion, et c'est par le jeu qu'on veut essayer de rendre les enfants acteurs de l'entretien de ces cours d'école. L'école élémentaire des Deux Ormeaux, donc c'est juste la cour voisine. Alors celle-ci, elle bénéficiait d'une large bande au sud, qui était le point bas de l'école, mais protégée par une bordure. Donc vous voyez l'image en haut à droite. Et un platelage bois en fait a été posé sur cette bande complètement compactée. Le sol a été décompacté et on lui a donné un profil en V. Alors pas à la hauteur de ce qu'on espérait, parce qu'en fait les racines étaient tout près. Donc l'idée, c'était de ne pas déstabiliser les arbres en place qui font une haie, même si ces cyprès-là ne sont pas très qualitatifs. Mais le souhait des espaces verts, c'était de les conserver. Et là, on a répondu aussi à une demande de jardinières et de bancs jardinières avec une fabrication par les services. Donc là aussi, on a une noue intéressante qui collecte les eaux en point bas de la cour d'école, avec les avaloirs du coup qui ont été rehaussés pour servir de surverse. Du coup, on n'a pas déconnecté du réseau, mais on est capable d'avoir une zone tampon. Et il y a une très large part aussi de cette cour sur des espaces complémentaires sur lesquels on a posé des pavés drainants qui ont été enherbés. Et là aussi, vous voyez dans la photo centrale 3 arbres qui ont été plantés. Donc eux, en fait, ils ont bénéficié d'une énorme fosse de plantation, parce qu'on a décaissé aussi sur plus d'1,50 m. En fait, l'espace est continu entre les différents arbres. Donc on espère aussi que c'est vraiment un gage de longévité pour les arbres, qui pourront aussi bénéficier des apports en eau qui seront assez permis. Ils ont été plantés dans de bonnes conditions, et on protège les pieds d'arbres existants aussi en élargissant les fosses et en mettant des bancs circulaires. Ça, c'était une demande récurrente qui nous a été faite. Voilà pour un petit tour d'horizon. Ce programme, du coup, juste pour quelques éléments chiffrés, donc n'ont pas été comptés. On a eu un partenariat aussi sur les enrobés, qui ont été des enrobés colorés. Alors le souhait n'a pas été d'aller sur des enrobés drainants, parce que nos collègues des services techniques estiment qu'il y a trop de problèmes de colmatage, voilà, merci. Donc, par contre, on a quand même changé. Là, le projet initial étant de rénover ces enrobés. Les zones qui sont restées en enrobés ont été rénovées, mais en enrobés de couleur claire. Et ça représente une petite surface des 2 cours. Donc, ce sont des projets qui nous ont coûté 332 000 €. Et on a eu toute taxe comprise, et on a eu une aide de l'agence de l'eau sur ces projets de 211 000 €. Donc vraiment, ça nous a permis de monter en qualité et puis de transformer complètement ces cours d'école. Et le projet étant conduit en interne, on est sur une montée en compétences des services, une appropriation des cours. Et juste pour l'anecdote, les entreprises qui sont intervenues pour réaliser les travaux étaient extrêmement contentes de faire autre chose que des travaux d'enrobés, alors que c'était des entreprises routières, notamment pour la pose des pavés sur lit de sable. Mais même les chargés de projet étaient très contents de travailler sur ce type de projet alternatif. Il y a plein d'effets secondaires inattendus, mais très positifs à vous entendre, hein, l'une et l'autre jusqu'à présent. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame Trivelli, que nous retrouverons dans la séquence de questions. Je vous invite à rester évidemment
auprès de Madame Prigent. Le temps d'entendre pour nous la troisième et dernière intervention en termes de retour d'expérience pour cette séquence avec Christine Gandouin, qui est fondatrice du cabinet Actua, qui a accompagné la commune des Arcs-sur-Argence dans la désimperméabilisation d'une cour d'école élémentaire, là aussi. Merci pour votre témoignage, merci par avance. Bonjour, donc moi je vais continuer avec l'exemple de la cour d'école des Arcs. Les élus ne pouvaient pas venir, pourtant c'est un projet qui leur tient particulièrement à cœur et je vais me faire leur porte-voix aujourd'hui sur ce premier retour d'expérience. Autant pour moi. Alors les Arcs-sur-Argence, commune dans le département du Var, dans le bassin de l'Argence, est fortement concerné par ces inondations qui a vécu juin 2010, qui a fortement marqué l'équipe pédagogique, puisque l'école dont on va parler a été centre d'accueil, enfin a gardé les enfants le soir, toute la commune. Et du coup, en fait, ça a généré une énorme motivation au sein de l'équipe municipale pour aller de l'avant et chercher des solutions par tous les moyens pour limiter ces ruissellements, sensibiliser et faire mieux sur leurs équipements. Alors, on parle de l'école élémentaire Jean Jaurès. Donc là, voilà, avec les premiers plans qu'on a retrouvés, donc 1930. Et vous voyez la cour, avant travaux, la cour avec un drainage pluvial entièrement d'époque, des affaissements, des reprises. On voit dans la cour, au fur et à mesure, il y a eu plusieurs reprises, du béton, enfin... c'était défaillant par temps de pluie, des énormes flaques, la cour qui était pas utilisable, là, toute la zone que l'on voit et tout le terrain de sport en fait qui est derrière était inutilisable pendant les grands événements sur plusieurs jours. Donc ils étaient partis pour faire un projet de reprise en fait de la cour assez traditionnelle. Et là il y a l'agence de l'eau qui a fait on peut faire autre chose. Et du coup, ils se sont lancés dans l'appel à projet et on est parti sur le dossier. Alors, il y a eu plusieurs grandes choses en fait à marquer. Cette école, elle a pris de nouvelles couleurs. Autrefois, avant, tout le pluvial était géré avec des caniveaux. Et en fait, ils commençaient à compter le nombre de béquilles dans l'année qui était nécessaire parce que les enfants se foulaient les chevilles. Donc, on a mis fin à ces caniveaux. On a converti là aussi toute la zone de piste, on l'a converti avec un bitume beaucoup plus clair pour avoir un albédo plus cohérent avec les grosses chaleurs de notre région. On a profité en fait de tous ces travaux pour végétalisés. Donc on a inclus là aussi des grandes fosses d'arbres et puis on a remis du ludique au sein de l'école avec l'intégration d'un petit potager et l'intégration d'un mur d'escalade. Sur l'autre secteur, en fait, on a travaillé sur le terrain de sport. Là, on a travaillé sur le type de sol et du coup, on est parti sur un enrobé drainant parce que l'usage de ce terrain était primordial pour tout le monde. Pour les enfants, pour l'usage qu'on en a vu, pour l'école, pour le centre de loisirs. C'est le point essentiel dans la vie de la cour et du coup, on n'a pas voulu réduire son emprise et comme ça concernait en fait un tiers de la cour, on a travaillé sur le matériau. Et puis arrive l'espace où
étaient ces 3 arbres. Donc les arbres, en fait, il y en avait un 4e autrefois. Donc en fait, on est venu dessoucher cet arbre-là, l'ancien arbre, et puis on est venu réimplanter un tilleul de façon à essayer de mettre de l'ombre petit à petit à son rythme. La cour reverdit. Et vous voyez cet espace en fait qui devient donc le 3e temps de la cour, qui devient le temps calme, et qui réintroduit de la terre, avec l'envie en fait de venir soit planter, soit gratouiller, piétiner aussi. Voilà. On a introduit en fait un grand jeu d'échecs géant, et donc là c'est grâce à de la conviction, et puis de toute l'équipe pédagogique aussi, et les services techniques qui se sont dit allez hop, on y va, on va réaliser ce jeu d'échecs géant, et on leur met à disposition. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui cette cour. Alors, juste sur ça, si on travaille sur ce qui a marché en fait sur cette cour, c'est cette motivation et ce travail coordonné entre tous les intervenants. C'est-à-dire que élus, équipe pédagogique, équipe du centre de loisirs, service technique, les enfants, bien sûr, et moi, la MO, au passage, puisque j'arrivais à regrouper les possibilités, les contraintes de chacun pour faire un projet qui était faisable avec les contraintes financières, temps, qui nous incombaient. Ce qui a bien marché, du coup, c'est cette écoute, c'est tout le travail aussi de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on a bien vu en fait la motivation première, c'était de sensibiliser, de lutter contre ce ruissellement urbain, d'introduire en fait une gestion de l'eau différenciée au sein de la commune, donc de bien travailler sur ça. Donc on a fait un gros travail de pédagogie. Donc on a fait des ateliers avec les enfants, on a fait dessiner le centre de loisirs pour que tout le monde soit impliqué. On a travaillé sur des grands panneaux mis au moment de la rentrée des classes. Des quiz aussi pour expliquer pourquoi on faisait ça, comment ça allait se faire. Donc un gros travail de sensibilisation qui a été mené en parallèle par tous. Et travailler à la fois en effet sur l'eau, qui était quand même la première motivation, mais toujours d'introduire cette notion d'îlot de chaleur et de chercher et expliquer comment en végétalisant on arrivait à vivre mieux dans cette cour et donc dans la ville aussi. L'autre point qui a bien marché, c'est l'introduction aussi de la patience, c'est-à-dire qu'on avait une équipe qui était déjà fortement impliquée sur zéro phyto, sur des démarches responsables en termes de plantation, et du coup en fait on a surfé sur ça pour être tranquille, pour enherber qu'à la Toussaint aussi, pour pas avoir à arroser en plein mois d'août et en plein mois de septembre. Donc de la patience qui a été expliquée aux enfants, c'est-à-dire qu'au démarrage, on leur a bien dit à la rentrée, vous n'aurez pas ça encore, hein, pourquoi? Parce que on va pas chez vous, elle est comment l'herbe en plein mois d'août, on va attendre et on va la planter à la Toussaint. Donc voilà, introduire de la patience. Ça a été aussi l'objet d'introduire de la frustration dans l'école. Alors, en disant que les enfants aujourd'hui perdaient quand même cette notion de frustration, ils n'aimaient plus être frustrés et donc ils voulaient tout de suite. Voilà, avec ce biais-là, on a aussi introduit ça. On a mis aussi un cerisier qui
Au début, l'équipe pédagogique nous disait non, il n'y aura pas des cerises pour tout le monde. Voilà. Et en fait, une autre partie de l'équipe pédagogique nous disait si. Il nous faut un cerisier, comme ça, pour la deuxième année, il ne se fera pas avoir, il ira l'accueillir plus tôt que le voisin. Voilà. Donc, apprendre aussi cette frustration, c'est des petites choses aussi qui sont connexes au projet. Donc ça, c'est ce qui a bien marché. Ce qui a moins bien marché. C'est la complexité en fait de cet espace vert. Hop. Ah, je peux revenir ? Oui. Pardon. C'est la complexité de mise en œuvre de cet espace vert. Alors oui, c'est compliqué. Oui, c'est piétiné. Oui, c'est dur de faire réaliser le modelage tel qu'on l'a défini dans nos études, parce que les gens ont regardé, alors pas ici, pas dans les espaces verts ici, mais en général, ils ont l'habitude de faire une motte au pied de l'arbre et de descendre régulièrement. Et du coup, ça veut dire que sur ces espaces-là, ça veut dire qu'on met le point haut au pied de l'arbre et on va faire ruisseler les eaux et se raccorder aux espaces qui sont eux perméables. Donc c'est typiquement pas ce qu'on voulait. Donc se battre pour réussir à dessiner en fait ces modelages, ces petites noues à peine perceptibles, mais qui sont essentielles pour gérer ça. Et enfin, là, c'est très dur de se faire livrer de la bonne terre végétale, et qu'en général, on nous refile une terre qui est pas ad hoc, donc il faut ensuite enrichir. Voilà. Donc ce volet-là, c'est une belle bataille quand même pour y arriver. Merci pour ces points de vigilance qui vont tout à fait, qui arrivent de manière très complémentaire avec les différents retours d'expérience que vous nous avez proposés collectivement avec ces 3 communes. Je me tourne vers vous sans transition pour vous donner la priorité à la parole, si vous avez des questions. Et pour ce faire, notre hôtesse Bérac est à votre disposition pour vous donner le micro. Merci monsieur pour cette première question. Je vais vous laisser juste vous présenter pour qu'on puisse vous situer, si vous le voulez bien, et poser votre question en nous disant peut-être à qui elle s'adresse. Oui, c'est le temps que ça. Oui, le micro est ouvert. Allez-y, parlez bien fort et face au micro. Okay. Bonjour, Nicolas Vépierre de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Alors ma question porte, c'est juste sur l'exemple final de la zone en pleine terre. Est-ce que vous avez intégré essayer de faire un mélange terre-pierre parce qu'en fait la terre végétale, avec le temps, le piétinement, il y a des risques de tassement justement excessifs. Donc première question, c'est ça. Est-ce que vous avez essayé de faire un mélange de plusieurs granulométries pour éviter un tassement excessif? Et l'autre point par rapport à cette remarque sur le profil et la difficulté. Alors c'est vrai que la désimperméabilisation, on touche du coup plutôt les petites pluies. Moi je pense que justement si on essaye de gérer des pluies un peu plus importantes, les profils seront un peu plus marqués, tout en ayant des pentes acceptables pour éviter qu'un enfant tombe ou autre. Et ça permet justement de passer à côté de la difficulté en phase travaux d'avoir une nounou qui est même plus une noue et qui est non visible. Et du coup, de faire quelque chose d'un peu plus marqué, ça rend vraiment visuel et au niveau des plans et au niveau des travaux. Donc, on est sûr d'avoir une noue. Donc, ça, c'était le point que je voulais préciser. Et toute dernière question, et ça, c'est pour les 3 exemples, enfin les 3 communes. Est-ce que c'est l'idée d'ouvrir cette cour à la population, au quartier, ou alors de s'en servir comme un point en temps de plan canicule pour faire venir des personnes fragiles ou autres dans ces zones? Est-ce que ça a été réfléchi? Au moins pendant les périodes de vacances scolaires, par exemple, on peut imaginer, ou d'autres temps. Tout à fait, voilà. Ouais. C'est de s'en servir même comme une... D'ailleurs, qui coïncide avec les pics de chaleur, théoriquement, notamment pour la période estivale. Alors, merci, monsieur, pour ces questions. Alors, on va considérer les 2 premières comme plutôt des remarques et des recommandations. On vous remercie pour ces suggestions. On va rester sur la dernière question de monsieur par rapport à cet accueil. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Juste pour mélange terre-pierre, il y avait Est-ce que du coup vous avez essayé de faire un mélange? On a entendu effectivement. Allez-y, Madame Gandouin. On n'a pas fait. On a fait terre seule, pas terre-pierre sur cet espace-là. Donc ça, c'est le premier truc. Et j'interviens juste après sur un volet plus technique, lié à la cour. Et donc on a travaillé sur des pluies assez intenses
pour que le sol soit adapté. Et il y a des espaces où les nous sont beaucoup plus marqués, et notamment autour du potager, les nous sont beaucoup plus marqués. Voilà. Et sur l'ouverture, sur ces cas-là, la cour est déjà mobilisée en fait pendant l'été sur l'accueil de loisirs. Je sais que sur Paris, ils partent sur ça maintenant pour les ouvertures des cours Oasis, mais sur le cas des arcs, ça n'est pas encore d'actualité. Pas encore Ça a été imaginé, réfléchi à Aix et à Marseille? Alors, à Aix, en effet, la question s'est posée. On a amorcé aussi un travail avec l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix en cartographiant les espaces verts et leur area d'influence au sein de la commune. Et à cela, on a rajouté le positionnement des cours et montré comment les cours d'école, si elles étaient végétalisées, désimperméabilisées, pourraient contribuer à un maillage de réseau, d'îlots de verdure, de fraîcheur, d'oasis, comme disait Madame. Voilà. Pour autant, cette question a été posée à notre exécutif. Pour l'instant, ça reste une perspective lointaine. Une chose à la fois. Voilà, une chose à la fois. Mais en tout cas, les services techniques aussi sont réticents pour des questions de mise en sécurité des bâtiments. Mais je pense qu'en cas de crise, ça pourrait se discuter. En tout cas, ça pourrait être réexaminé. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais ça a été sur le. La question a été posée. À propos des services techniques, justement, l'une ou l'autre d'entre vous y a fait allusion, mais sur le projet lui-même de désimperméabilisation, est-ce qu'ils ont adhéré assez rapidement à la finalité, à la pertinence? Ou est-ce qu'il a fallu faire preuve de pédagogie là aussi? Alors, on a eu la chance d'avoir des jeunes paysagistes qui ont intégré la direction des espaces verts et qui ont été déjà extrêmement moteurs, mais qui se sont formés aussi, qui n'étaient pas forcément qui s'étaient pas confrontés encore à cette question de la perméabilité, mais qui ont vraiment adhéré et fait des recherches, du retour d'expérience, qui se sont documentés et du coup qui ont emmené en fait les autres. Et la collaboration interservice a été très importante et l'apport aussi de la concertation a montré que tout le monde était partant en fait. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'entretien ultérieur, mais globalement, tout le monde a envie d'avoir ce type de cours d'école. Il y a des interrogations sur les coûts de fonctionnement aussi, j'imagine, pour les élus. Et un usage différent de la cour en considérant que les feuilles se sont plus détachées, qu'on va peut-être les faire ramasser aux enfants, composter les feuilles pour faire des pommes de terre de feuilles. Ils ramènent déjà du bois à la maîtresse qui pourrait se chauffer au bois, c'est une idée ça aussi. Là on va les équiper avec des seaux, des pelles, des balayettes, introduire des animations aussi grâce au CPIE, et on fait intervenir aussi le Muséum d'histoire naturelle dans le cadre du dispositif Viginature. Donc il y a des petits inventaires de biodiversité, donc aussi pour amener un usage différent de la cour. Merci Madame Crivelli. Pierre, juste c'est désormais l'usage à Aix, on commence et le paysagiste m'a précisé qu'ils avaient employé cette technique du mélange terre-pierre pour éviter le tassement. Ok, merci. Je vais essayer de répartir le temps le mieux possible. Il y a une autre main qui s'était levée, donc qui avait le micro. Allez-y Madame, je vous laisse vous présenter également et faire part de votre question très très rapidement. Le micro est ouvert. Le micro est ouvert, madame. Alors, le micro était ouvert. Marie-Caroline Vallon, Région Sud. J'interviens plus en complément par rapport à ce qu'a dit Perrine Préjean, puisque dans le cadre du projet Nature for City Life, nous avions accompagné la ville de Marseille sur la partie mobilisation. Et donc, c'était pour informer que dans le cadre de ce projet-là, pour ceux qui ne le savaient pas, on avait également élaboré des fiches méthodes sur la partie mobilisation citoyenne qui sont disponibles, qu'on réfléchit à un temps de travail avec l'agence de l'eau, l'agence pour la biodiversité, le CRMA aussi sur ces questions accompagnement, mais aussi retour d'expérience. Et juste plutôt une question sur finalement après comment on passe à la massification, comment aussi alors peut-être plus pour la ville d'Aix et la ville de Marseille, la question de la capitalisation des premières expérimentations sur la mobilisation des équipes quand il faut passer de 2 cours d'école à 10 ou comment on passe à l'échelle supérieure. Oui. Quand on passe sur 1 million d'euros et qu'on n'en fait que 4 et que qu'est-ce qu'on fait les 9 autres, on leur dit vous avez que des arbres, c'est une question un peu comment on passe on passe le cran supérieur. Merci Madame pour cette question. Madame Préjean, je vous invite à y répondre. Au passage, d'ailleurs, on aura remarqué, et moi ça m'a frappé personnellement, cette vocation de laboratoire qu'avaient ces 2 premières écoles, puisque vous semblez parler de contamination vertueuse à l'avenir, pour d'autres écoles bien sûr, mais également en d'autres lieux que les lieux d'éducation par exemple. Je vous laisse répondre à Madame sur cette question du changement d'échelle.
et avec évidemment les notions de budget qui sont associées en arrière-plan, bien sûr. Évidemment. La question de la capitalisation et du retour d'expérience, elle est assez majeure. Effectivement, les 2 cours d'école sur lesquels on a souhaité intervenir, on a souhaité en faire des écoles pilotes et donc avoir un projet assez complet, parfois peut-être trop de choses, peut-être, point d'interrogation. C'est aussi se donner le droit à l'erreur. Vous m'entendrez peut-être un peu mieux comme ça. Le droit à l'erreur, et donc c'est de ne pas faire des projets au rabais. Et pour rebondir un petit peu sur les questions qui étaient posées de l'implication des services, oui, les services ont été très, très, très impliqués dans des délais très contraints. Et je pense que c'est un type de travaux qui n'était pas pratiqué avant, ça clairement chez nous, non, qui est assez réjouissant parce qu'on vient quand même donner des choses nouvelles et très positives à tout le monde. Donc ça fait partie des choses qu'on va aussi faire remonter pour capitaliser. Et la capitalisation, elle est essentielle vu que pour nous, c'est un premier pas. Et donc, il y a plein de choses très positives qui ressortent de ça. Il y a aussi des points de vigilance. J'ai parlé de certains, mais on pourra développer si vous le souhaitez sur d'autres. Qu'il faut anticiper plus pour rendre un peu plus fluides les projets, pour les optimiser financièrement, pour favoriser la meilleure appropriation, pour anticiper les différents projets pédagogiques qui peuvent avoir lieu sur site. Voilà, l'achat des balais et des pelles, parce que pour le coup, effectivement, la question des feuilles d'arbres, elle nous a été posée à chaque fois en disant non, mais comment on va faire? Balayer au milieu des copeaux, c'est pas possible. Non, mais en fait, les feuilles, vous les laissez dans les copeaux. Voilà. Donc, elles vont se dégrader naturellement. Bah oui. Alors, mis à part pour les platanes, mais bon. Donc toutes ces questions-là, en fait, il faut pouvoir les anticiper, et donc on a besoin d'avoir une capitalisation de nos pratiques, mais des autres, on est aussi très très preneurs, et donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, c'est pour permettre d'échanger avec tout le monde. C'est tout ce que nous vous souhaitons, que d'échanger, d'enrichir vos expériences respectives. Hein. Voilà. Donc oui, pour la capitalisation, évidemment, et pour diffuser ce qu'on a fait, on est là pour ça. Merci Madame Prigent, Madame Trivelli et Madame Gandouin, à qui je vais proposer de rester sur scène puisque vous allez intervenir dans un instant dans la séquence qui va suivre. En tout cas, Marseille, bravo aussi merci pour les photos. Et puis des idées comme ça aussi qui, en tant que citoyen, m'ont marqué, comme la cabane végétale, le petit coin à secret pour les enfants, tout ça. Ça tient à peu de choses parfois, mais il y a des très très bonnes idées autour de tout ça. Alors les cabanes, c'est aussi la frustration. Hein. Il faut attendre que ça pousse bien et que ça prenne bien en place. Ça fait partie du projet pédagogique, alors, si j'ai bien compris. Ça peut faire partie du projet pédagogique. Merci beaucoup. Je suis désolé, non, il n'y aura plus de questions à ce stade. Nous sommes très très en retard, et donc je vais vous proposer d'enchaîner avec la séquence suivante, ce qui ne vous empêchera pas de reposer votre question, puisque Mesdames Trivelli et Prigent, vous restez encore avec nous un petit peu. Vous avez peut-être d'autres engagements. En tout cas, écoutez, merci en tout cas pour vos questions. Merci pour votre présence et votre réponse au pied levé à ces questions directes. Et puis, je propose à nos participants de vous applaudir pour votre intervention et pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner la salle. Nous passons sans transition à la séquence suivante qui va être consacrée au cadre méthodologique. Nous avons entendu, par exemple, dans les échanges, le fait qu'il y ait des conditionnalités dans les aides de l'Agence de l'eau, par exemple. Il y a un certain nombre de conditions pour rester en cohérence et en pertinence avec les objectifs de la désimperméabilisation. Et nous allons voir justement ensemble comment identifier les contours du cadre méthodologique pour élaborer des dossiers, pour bénéficier des aides. Et pour commencer, j'invite M. François Robéry, qui est chargé d'intervention spécialisé eau et assainissement à l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, qui va nous expliquer comment constituer un dossier de demande de subvention recevable. Voilà pour justement le lien avec ces conditions. Merci et bonjour à tous. Donc, alors de la présentation. Encore une fois, M. Robéry, j'en profite, hein, ainsi que pour vos collègues de table dans un instant. C'est 10 minutes chacun. Merci d'avance. Très bien. Donc, alors la désimperméabilisation des cours d'école, c'est un sujet qui est, Annick Mièvre l'a indiqué ce matin. On a commencé à y travailler en 2019 dans le cadre d'un appel à projet. C'est un dossier c'est un sujet qui est récent aussi pour les agences de l'eau,
travailler sur les cours d'école, travailler avec les équipes pédagogiques. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis à l'agence de l'eau. C'est la première fois qu'on travaille. Donc, on a aussi, nous, eu à capitaliser et à monter en compétence sur ce sujet de la désimperméabilisation des cours d'école. Alors, ce dispositif d'appel à projet, il est clôturé aujourd'hui. Donc, c'est important de le dire. Aujourd'hui, l'appel à projet qui s'appelait Un coin pour verdure pour la pluie, il est clôturé aujourd'hui. Ce dispositif, il se poursuit. Donc, il se poursuit à partir du 1er janvier 2022 dans le cadre du programme classique. Donc, on va continuer à aider les écoles à désimperméabiliser les écoles, à les verdir. Donc, il y a la notion de désimperméabilisation aussi, mais également de verdissement qui est important. Alors, avec des conditions qui évoluent sensiblement. Le taux d'intervention, il reste de 70%, donc il est identique à celui de l'appel à projet. Par contre, on a introduit un coût plafond à la surface déconnectée ou désimperméabilisée. Ça peut être des choses un peu différentes, hein, la surface déconnectée et la surface désimperméabilisée, qui est de 100 € par mètre carré. Donc aujourd'hui, dans les retours d'expérience que vous avez vus, on est dans des coûts à la surface qui sont nettement supérieurs à ce 100 € par mètre carré. Donc il faudra être vigilant dans les dossiers, les prochains dossiers, à avoir bien en tête qu'il y a ce coût plafond qui intervient. Et puis on maintient, on l'a vu dans les exemples qui nous ont été présentés, que le volet communication, association, je dirais, de l'ensemble des intervenants est un dossier, un sujet qui est essentiel. Et donc on le maintient dans nos aides. Donc pour bénéficier de ces aides, il faut également qu'il y ait un volet communication comme cela a été dans le cadre de l'appel à projet. Alors, ce qui change aussi à partir du 1er janvier 2022, c'est qu'on n'accepte plus de dossiers papier de demande de subvention. Donc désormais, les dossiers doivent être déposés. Donc on a dématérialisé nos dossiers de demande d'aide. Ils doivent être déposés sur une plateforme en format dématérialisé. Ceci est obligatoire. Donc il n'y a plus de formulaire d'aide comme vous les aviez remplis jusqu'à présent. Et voilà, je vous donne, vous avez sur le lien pour déposer vos dossiers sur la plateforme. Alors aujourd'hui, donc l'essentiel de ma présentation, c'est effectivement de vous dire, parce qu'on a évolué aussi, hein, de vous présenter un peu quel est notre cahier des charges, quelles sont nos exigences. On a eu beaucoup, quand on a commencé, alors je sais qu'il y a la ville de Vitrolles, la ville de Marseille, etc., beaucoup d'échanges avec les services techniques, mais qu'est-ce que vous voulez, comment on s'y prend, par quoi on commence, est-ce qu'on fait des études, est-ce qu'on ne fait pas des études, etc. Donc ça, c'est... Et nous aussi, on a dû apprendre avec vos projets. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a évolué, on a des idées qui sont peut-être plus cadrées aujourd'hui, et c'est l'occasion de vous en parler. Donc il est important dans votre dossier, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est de faire un bon état des lieux, de comment est gérer les eaux pluviales dans votre cours, dans l'état avant travaux bien sûr. Ces eaux pluviales, elles sont, comment elles sont gérées, elles vont à quel endroit, quelles sont la répartition des surfaces perméables, des surfaces imperméables. Quand on travaille sur une cour, alors on travaille sur les écoles, mais on a des dossiers sur les collèges, on va avoir des dossiers sur les lycées, on a un dossier sur une université aussi à Marseille. Donc voilà, on travaille sur les écoles publiques et les écoles privées. On n'a pas, voilà, tout est éligible à ce dispositif-là. Donc c'est important d'avoir cet état des lieux, d'avoir cette répartition des surfaces imperméables, perméables, mais on parle aussi de la cour et des toitures aussi de l'école, hein, parce qu'on peut aller gérer les eaux de toiture de ces cours d'école, de ces écoles dans la cour, en essayant de les infiltrer dans les espaces que vous allez végétaliser. Relevé topographique, les pentes, savoir avoir un relevé topographique, on l'a dit, c'est important. La topographie, c'est quelque chose d'essentiel dans la gestion durable des eaux pluviales. C'est travailler sur les pentes et des fois ça se joue à quelques centimètres, donc c'est délicat à gérer. Christine en a parlé sur ces fosses d'arbres qu'on conçoit plutôt de façon bombée, alors qu'il faudrait les concevoir en creux, comme d'ailleurs tous nos ronds-points dans les villes, etc., ce qui permettrait d'aller plus facilement infiltrer les eaux de pluie. Donc avoir cet état des lieux,
détaillé, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que l'on demande dans notre dossier de demande de subvention. Deuxième point sur lequel on voulait insister, c'est on travaille sur notre sujet, c'est la déconnexion des eaux de pluie pour l'infiltration, Annick l'a rappelé, au bénéfice des milieux et en particulier des nappes souterraines. Donc il faut savoir quel est l'état du sol sur lequel on veut infiltrer ces eaux pluviales. Et donc ça nécessite de faire des investigations. Et ça, au début, ce n'était pas forcément acquis avec nos interlocuteurs de dire il faut aller faire quelques sondages dans la cour pour savoir si on est sur des argiles, si on est sur une passoire qui va nous permettre d'infiltrer 300 mm dans la journée, etc. quoi. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui demandé et sur lequel on est vigilant. Je disais, voilà, un sol, même si on a une perméabilité qui n'est pas terrible, 10-6, c'est pas... Et bien on arrive à infiltrer de l'eau, 100 mm dans la journée, quoi. Donc 100 mm dans la journée, c'est une belle pluie. Hein. C'est des pluies qui sont au-delà de la décennale, je dirais. Donc voilà, donc il faut vraiment avoir ces études de sol. Ces essais doivent être adaptés à ce que vous envisagez de faire, des nous, etc. Donc vous avez des guides au niveau du grès, ou il y a du CEREMA pour bien regarder le type d'essai à faire. Le nombre d'essais aussi, il faut pas forcément multiplier les essais. 1 ou 2, 3 essais, c'est suffisant sur nos cours d'école. Et bien penser que en fait, tout ce qui est la perméabilité, on travaille sur des sols qui sont saturés. Quand on fait un essai d'infiltration, on est sur un sol saturé. Ça veut dire que quelque part, on surdimensionne, voilà, avec la perméabilité, on surdimensionne parce que la pluie, souvent, quand elle tombe, on n'est pas sur un sol saturé. On a une certaine réserve. Voilà sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, ou troisième, c'est sur quelle pluie on travaille. Ça, c'est essentiel aussi. Ça nous a été posé, mais vous, à l'agence de l'eau, est-ce que vous avez fixé une pluie minimale sur laquelle voilà, on doit infiltrer les eaux de pluie ou pas? Donc, bon, je donne quelques ordres de grandeur. Voilà, la pluie à Marseille, une pluie annuelle, 1 heure, c'est 26 mm. Une pluie décennale, c'est 60 mm. Tout ça pour planter le décor. Quand on regarde les pluies sur l'année, la répartition de ces pluies, la plupart des pluies, 80%, 70-80%, ce sont des petites pluies inférieures à 10 mm. Ça veut dire que déjà, voilà, c'est une petite pluie 10 mm. Si on arrive à gérer tous ces événements, ben c'est super. Donc on n'est pas obligé de travailler, de dimensionner. On a vu certains projets où on voulait de suite dimensionner sur des événements plus intenses. Oui, pourquoi pas, mais déjà travaillons sur... Parce que tout ça génère des coûts. Et ayez bien en tête qu'aujourd'hui, on a notre coût plafond à 100 € par mètre carré. Donc, dimensionner déjà sur des petites pluies qui sont de l'ordre, voilà, 10, 20, 30 mm dans la journée, on a déjà bien progressé sur notre sujet, qui est le sujet de la déconnexion des eaux de pluie, des réseaux, la pollution. Donc, il faut bien... Voilà, on recommande plutôt de travailler sur ces petites pluies et de dimensionner les installations sur ces petites pluies. Après, bon, s'il y a une ambition plus importante, c'est lié aussi à la surface de la cour d'école. Hein. S'il y a plus de surface, etc., on peut travailler sur des pluies un peu plus importantes. Voilà. Donc, voilà, vous avez ce type de représentation qui vous indique un peu ces différents niveaux de pluie. Voilà, la désimperméabilisation, déjà, si on est sur les petites à moyenne pluie jusqu'à 20, pourquoi pas 30 mm dans la journée, c'est bien. Ce que l'on demande aussi, c'est que, voilà, on a l'infiltration, on sait sur quel puits on travaille, et bien derrière, il faut dimensionner les installations. Ça sera Christine qui nous en parlera un petit peu. Et donc, ça nécessite une étude hydraulique. Voilà, quand on conçoit un dossier, eh bien, on doit se poser ces questions, quel puits, et dimensionner les installations. Donc, le dossier doit contenir tous ces éléments qui permettent de concevoir. Et puis, donc, on a tout ce volet dans le dossier. Voilà, on vous propose, on vous sollicite pour avoir des aides sur un projet qui doit être décrit dans le dossier qui est déposé et qui doit être justifié techniquement. Alors, c'est technique, mais nous, sur l'agence de l'eau, on a cette nécessité d'avoir de la technicité dans les dossiers.
on souhaite que vous privilégiez les solutions qui sont fondées sur la nature. Et ça rejoint la notion de coût. En général, quand même, les solutions qui sont fondées sur la nature sont un peu moins coûteuses que des solutions de revêtement perméable. Et qu'il y a un bon équilibre entre végétation et puis surface qui reste, je dirais, perméable avec des revêtements. Voilà, donc il faut que des exemples de dossiers, peut-être que vous allez, certains reconnaissent ces exemples-là, avec un chiffrage, les surfaces, la répartition des surfaces, etc. Il nous faut avoir un détail des coûts, donc on est sur un dossier qui est mature, donc il faut qu'on ait un détail des coûts de type avant-projet, hein, ça c'est important. Pour que nous, on puisse identifier les postes qu'on retient, et puis il y a certains postes qu'on ne retient pas, hein, parce que le sujet des cabanes dans les écoles, c'est très bien, hein, mais ce n'est pas le sujet de l'agence de l'eau. Donc voilà, les bancs, etc., c'est des investissements, mais qu'on retire et qu'on ne finance pas à 70%. Il nous faut un planning, ça c'est important également, d'avoir un planning dans le dossier. Et puis le volet pédagogique, alors qui est aussi, je vous l'ai dit, hein, qui est indispensable. Il faut qu'il y ait ce volet, alors qui peut se manifester de différentes façons. Hein. Donc il y a à Aix, donc il y a une association qui a assuré ce volet. Ça peut être la collectivité qui le fait. Ça peut se formaliser par des panneaux pour expliquer. Nous, notre sujet, c'est aller expliquer aux élèves, aux enseignants, aux parents d'élèves, pourquoi on gère les eaux de pluie de façon différente et donc en essayant de les mettre plus, je dirais, visibles. Que ces installations ne soient pas sur des tuyaux en tirés que l'on ne voit pas. Donc, M. Robéry, quand vous parliez de communication ou quand vous parlez de volet pédagogique, vous parlez de la même chose, là? Oui, tout à fait. C'est le même volet. Hein, c'est le même volet, oui. Okay. Voilà, donc j'ai pas tout détaillé, mais voilà un peu quelles sont nos exigences sur les dossiers que vous devez constituer. Et une dernière slide pour vous dire que l'année 2021 en particulier, on a beaucoup progressé. On a eu, alors certainement un peu, je dirais, dopé par l'appel à projet, mais on a beaucoup eu de dossiers. Vous voyez qu'on est dans une phase qui est un peu exponentielle de dépôt de dossiers en 2021. Plus de 40 dossiers déposés, majoritairement des écoles. Hein. Et puis donc une surface à l'échelle de la région qui fait partie des objectifs de l'agence de l'eau, une surface qui est déconnectée, qui est désimperméabilisée, qui progresse et qui tend vers nos objectifs. L'objectif pour la délégation est de désimperméabiliser toutes les années environ 20 hectares au niveau de la région PACA. Donc cette année, on est arrivé à 14,5. On était à moins de, je crois, de 2 hectares l'année 2019. Donc, on a beaucoup progressé. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, monsieur Robéry. Écoutez, je pense qu'il y aura des questions, parce que votre présentation était très pratico-pratique, mais certains participants auront peut-être des questions encore plus pointues à vous poser. Mais je vous propose d'entendre donc Madame Gandouin de nouveau, fondatrice d'Actua. Juste un petit mot sur Actua. Vous êtes en fait, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, un bureau d'études qui propose des solutions pour réduire de manière générale la vulnérabilité face aux risques pour les différents territoires sur lesquels vous intervenez. Vous allez nous parler de dimensionnement des ouvrages. Je vous laisse le maximum de temps, de crédit temps pour votre présentation. 10 minutes toujours. Merci. Voilà la façon dont j'imagine en fait un projet, comment je le gère. Donc la cour enlève son imperméable et puis la cour se met au vert. Alors comment aborder un projet de désimperméabilisation selon moi? Donc il y a 4 grands piliers en fait que je vois moi, que j'aime bien mettre en avant. Donc l'état des lieux, tu l'as mentionné, faire exprimer les besoins et les contraintes, ensuite le volet vraiment technique et les calculs, et il y a une phase en fait qui prend un petit peu tout l'arc, hein, qui est expliqué en continu en fait ce qui va se passer, comment ça se passe,
comment ça va réagir, etc. Donc, je repars là sur le cas de l'école élémentaire, donc présenté tout à l'heure, donc des arcs sur Argence. L'état des lieux, en fait, c'est vraiment un temps d'observation, un temps de récupération pour aller fouiller en fait les plans disponibles, les cartes postales anciennes, parce que c'est assez instructif et rassurant, parce que typiquement dans ce cas-là, on se rend compte en fait qu'on était quand elle a été bâtie en fait autour, on n'a que des vignes et que des terrains agricoles, et du coup ça nous soulage assez parce qu'on se doute que le sol va quand même être probablement assez favorable. C'est parcourir la cour, identifier en fait toutes les parts de toiture en fait, parties de toiture en fait qui sont connectées, qui descendent par les gouttières, et vérifier le dernier exutoire. Vérifier comment il fonctionne en temps de pluie, boucher, pas boucher, le nombre de travaux qui ont été réalisés à cet endroit-là, pour commencer à vraiment sentir au niveau technique ce qui se passe par temps de pluie dans la cour. Quand je dis faire exprimer les besoins, donc les gens l'ont évoqué tout à l'heure, en fait, hein, c'est ce temps où on dit, où on observe les usages de la cour. Sur cette école-là, ils sont organisés avec des conseils au niveau des enfants. Il y a des référents dans chaque classe. Les référents, ils ont un conseil de l'école avec. Donc, ils ont travaillé au niveau de leur classe sur leurs usages de la cour. À deux fins, c'était pour ce projet et aussi pour le cadrer en fait le règlement de la cour qu'ils élaborent eux. Donc il y avait en vert tout ce qui était usage sur les différentes zones. En rose, parce que je ne pouvais pas mettre du rouge là, mais on a fait parler un peu tous les acteurs de la cour. C'était vraiment le volet contrainte. Alors il y en a un gros qui est le volet financier ad hoc pour le projet. Et puis le bleu, c'est cherry on the cake, c'est vraiment... alors là, j'avais eu des poules, moi. Ils voulaient des poules dans l'espace, dans la cour. Voilà. Et puis l'équipe pédagogique rêvait aussi de réutiliser les toitures pour faire un toit terrasse entre midi et 2, c'était assez sympa. Bon, ça n'a pas été retenu. Je pense que ça aurait été... refusé au niveau du dossier, au niveau des subventions. Bref, donc c'est tout un travail en fait où on fait parler les gens, on fait remonter en fait ses besoins, on observe aussi parce que regardez où ils se mettent dans la cour, les passages clés pour voir que si c'est sur ces endroits-là on se met à mettre vraiment l'espace enherbé. Bon, c'est sûr que ça va pas tenir longtemps. Voilà, donc observer et les faire parler. Et du coup, on traduit ça. En bon ingénieur, nous, on traduit ça en chiffres. Et on se met à peu près les objectifs en fait, qu'on discute avec la collectivité sur ce qu'on veut obtenir en termes de surface désimperméabilisée, en termes d'espaces sportifs qui sont à conserver, en termes d'ajout de jeux, etc. Donc ça va nous cadrer pour toute la phase de conception. Du coup, sur la zone, sur le site, en fait, on a décomposé, en fait, on a cette espèce d'îlot au milieu, là, qui fait qu'en fait, la cour se répartit autour. Et on a 3 espaces. Les 3 espaces, ils existent aujourd'hui. Et finalement, en fait, on a essayé de les faire réagir en travaillant, en modifiant, en tournant. Mais en fait, ça passait pas en termes d'enveloppe, de surface. Du coup, en fait, on est resté sur quelque chose d'assez proche, sauf qu'on a renforcé chacun des espaces. Donc un espace dédié à la course, c'est l'endroit le plus long
où il n'y a pas de risque de collision. L'espace de jeu, et là, qui est visible, c'est des questions aussi de surveillance pendant le temps de le temps de récré, etc. Et donc l'espace temps calme. Donc là, l'espace temps calme, c'est un espace où ils viennent jouer aux cartes. En élémentaire, je ne m'attendais pas à ça, mais ils jouent aux cartes. Ils s'assoient, ils lisent. Et donc c'est là où on a renforcé encore avec des arbres pour leur faire encore plus d'ombre. Une fois qu'on a ça, on passe donc, on a défini en fonction de ces usages-là les différents espaces. On a toutes les mètres carrés raccordés, etc. On connaît les disponibilités du sol. Pourquoi ? Parce qu'on est allé faire des sondages. C'est-à-dire qu'en effet, c'est une désimperméabilisation où on mise tout sur l'infiltration. J'avais beau savoir qu'il y avait des terrains agricoles avant, ça ne me suffisait quand même pas la carte postale pour aller confirmer que ça allait bien se passer. Donc on fait procéder à des tests de perméabilité. Donc là, on en a trois sur la zone, hein, sur chacun des espaces, pour se rendre compte en fait de la capacité du sol à accueillir cette eau-là. Et on a vraiment, en effet, beaucoup de chance. On a une bonne perméabilité sur l'espace. Du coup, passe le temps des calculs où on vérifie en fait sur chacun des espaces comment ça va se passer en fonction des surfaces. On a regardé donc plusieurs types de pluie et on a donc, voyez, on n'est pas sur la 1 mois ou sur la 3 mois. Hein, on est tout de suite passé sur l'annuel, annuel, 10 ans. Et on a même pris en compte le très fort événement de novembre 2019 pour essayer d'expliquer. Alors, ce n'est pas forcément être en capacité d'accueillir toute cette eau-là dans le sol, mais c'est de se dire, et si cet événement se reproduit, et il va se reproduire, évidemment, Pierre, s'il se reproduit, expliquer comment ça va se passer. Ça ne va pas s'infiltrer, ça va faire des flaques ici. Si les flaques, avec la topo qu'on a mise, ça va se répercuter ici et on va le récupérer dans le potager et ça va se reconnecter au pluvial. Voilà, expliquer cette période pour les événements extrêmes. Et du coup, on calcule et on compare en fait ces volumes d'infiltrables et accueillis par le sol et les volumes produits. Et on trouve comme ça les répartitions. À côté de ça, il y a quand même le côté financier. Les espaces drainants, le sol drainant, c'est magique et en même temps pas magique parce que ça monte très très vite. Il y a aussi des difficultés de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'en plein mois d'août, mettre ça en place pour des petites surfaces, parce que ça reste des travaux à la petite cuillère qu'on fait à l'intérieur des cours. Donc il y a des surfaces minimales pour mettre en place des enrobés clairs, pour mettre en place ce type de sol. Donc on jongle entre surface fois un coût au mètre carré, surface minimale pour pouvoir mettre ce type de matériaux et capacité d'infiltration. Donc voilà, on est sur un espèce de mobile là et on essaye de trouver ce qui paraît le plus adéquat. Derrière, une fois qu'on a les idées à peu près claires, on partage ça sous la forme moi je partage ça sous la forme d'une maquette. Et donc je reviens avec une maquette de la cour et on revoit en fait Madame la maire, les services techniques, l'équipe pédagogique, les enfants. Et donc on se met autour et tout le monde se met à dire non, le jeu, alors ils prennent l'espace, hop, ils leur décalent. Les tables, on les met comme ça, non, ça serait mieux là. L'arbre, on le met là, ah non, parce que moi j'interviens pour venir couper les autres arbres, j'interviens avec tel petit utilitaire, du coup j'ai une taille max, donc hop,
si j'ai telle ramure, je ne pourrais pas venir dans 5 ans dans la zone. Donc, hop, on se décale ou on change de type d'arbre. Voilà. Donc, on finalise en fait je dirais les à côté en fait sur la base de la maquette. Et ce potager, il a bougé de place, mais voilà. Maintenant, il est là. Du coup, en termes d'évolution, donc on avait 3450 mètres carrés concernés, c'est-à-dire qu'on a la cour et on a la moitié en fait des toitures qui vient se raccorder dessus. Donc 3450 mètres carrés. On avait 70 mètres carrés au début, alors qu'il n'est pas désimperméabilisé, c'est un mauvais copier-coller comme il y en a toujours un. Donc de surface qui n'était pas connectée au réseau, plus par FLAC. C'était plus de perte initiale que de la désimperméabilisation au début, mais bon, on va dire qu'il y avait environ 2% qui n'étaient pas connectés. Et donc en final, on a de 60% en fait qu'on arrive à désimperméabiliser, donc espace vert, espace drainant, des puits d'infiltration même sur les espaces en bitume clair. Au niveau de la végétalisation, donc la cour se met au vert tranquillement. C'est-à-dire qu'au début, donc, on n'avait plus que 3 arbres sur la zone. On en a rajouté 4. On a rajouté des noues. On a fait tout l'espace temps calme avec herbe. Intégration, et ce sont même les enfants qui ont pu planter des lavandes. Non, ce sont les enfants dans le centre de loisirs qui ont pu planter lavande, cystes, enfin des choses vraiment locales. Sur cet espace-là. Et sur le potager, on a laissé entièrement libre. Donc, sont eux qui viennent le faire. Voilà. Donc ça, c'est les retours, parce qu'il y a toujours expliqué. Donc expliquer, donc ça, c'était les ateliers avec les enfants. Vous avez fait remarquer que c'est le retour des enfants qui sont assez précieux. Ouais, c'est génial, on va avoir une cour et en plus, tout ça, ça va être mieux. Et en plus, on va lutter contre les inondations. Des explications, voilà, avec un gros tableau pédagogique, j'avais démarré par ça. Et puis expliquer, ça consiste aussi à dire ça. C'est-à-dire que ça, c'est une photo de l'espace avant Toussaint, donc entre la rentrée 2020 et la Toussaint, donc on n'a pas encore enherbé. On s'est pris, voilà, on a fait des retouches sur le modelage de l'espace végétal, mais ce n'était pas encore au point. Et du coup, quand il y a eu un bon gros orage, ben voilà, j'ai été appelée dans le quart d'heure qui suivait en m'envoyant des photos, en me disant, ben voilà, il y a de l'eau partout. C'est tombé quand là, il y a un quart d'heure, vous n'entendez pas, ça tombe encore. Ok. On se rappelle dans une demi-heure. Ok. Et une demi-heure après, voilà, ça commençait à s'infiltrer tranquillement. Donc c'est expliqué aussi, c'est-à-dire que quand on désimperméabilise, même sur des gros événements bien intenses, ben, y a des moments où il va falloir avoir du temps, donner du temps à l'eau pour s'infiltrer. Et donc il faut apprendre aux gens que ça ne va pas, l'eau ne disparaît plus de cette façon-là. Bon, et là, on n'était pas enherbé, donc voilà, c'était pas... Merci Madame Gourdouin, merci pour ces explications. Je vous propose d'entendre sans plus tarder Madame Mehdi, qui représente le parc du Luberon, qui va nous faire une présentation de la démarche de ce parc naturel régional, qui peut aujourd'hui témoigner de l'appui qui a été apporté aux communes du parc pour le montage des dossiers de désimperméabilisation des écoles de ce territoire. Voilà pour conclure, pour parachever ce tour d'horizon. Merci Madame Mehdi pour cette présentation. Vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement et au territoire et vous vous occupez également d'interprétation des patrimoines pour le parc. Je vous laisse nous faire cette présentation avant d'entendre d'éventuelles questions de la part de nos invités. Bon, bonjour à tous. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer d'être rapide. Voilà, donc le parc du Luberon, effectivement, a suivi un projet de renaturation des cours d'école, donc végétalisation et désimperméabilisation, donc soutenu par l'Agence de l'eau. Et on a porté le projet sur une vingtaine de cours d'école. Voilà, donc peut-être l'intérêt là de ma présentation, c'est de voir comment assembler différentes cours d'école sur un même territoire.
Donc le parc du Luberon, eh bien, c'est 77 communes. On est à cheval sur 2 départements, donc le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Depuis 15 ans, on est un acteur de la transition écologique et climatique en particulier. On a notamment un service CEDEL, c'est-à-dire service d'économie d'eau et d'énergie pour les collectivités. Donc on travaille beaucoup avec donc les élus et les techniciens des communes. Et donc pour nous, c'était important de travailler sur ces cours d'école. Alors on a un contexte des projections scientifiques qui sont, comme partout ailleurs, assez inquiétantes, on va dire. Donc des vagues de chaleur qui peuvent aller jusqu'à plus de 40 degrés. Même si on est sur un territoire plutôt rural, avec quelques grandes villes quand même, comme Cavaillon, Pertuis, Manosque, Apt, on a quand même des îlots de chaleur urbains sur nos petites communes. Donc ça a été diagnostiqué récemment. Et puis on a une artificialisation des sols qui est importante, avec en moyenne 3% par an d'artificialisation des sols, et donc une pression foncière évidemment importante sur notre territoire. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment une évidence de répondre à cet appel à projet. Et puis, effectivement, là, vous voyez sur la première photo, donc, on a fait des relevés de température surfacique dans les cours d'école. Et on s'est aperçu effectivement qu'on arrivait à des températures de 51 degrés en plein mois de juin. Sur du bitume. Donc voilà, donc ça c'était assez parlant pour nous agir. Des cours effectivement entièrement bitumés avec donc des grosses flaques d'eau. Et puis, alors ça c'est un constat qu'on peut faire à l'échelle mondiale, je pense. Des enfants qui sortent de moins en moins. Un temps passé dehors qui est divisé par 3 en une génération. Donc ça c'est quand même des chiffres qu'on peut donner facilement aux élus et aux enseignants avec qui on travaille. Et puis un syndrome du manque de nature. Alors le manque de nature, c'est du stress, de l'anxiété, de l'obésité, même de la myopie qui peut être décelée chez les enfants. Donc voilà, ça c'est des chiffres qui parlent bien aux élus, et donc pour travailler sur la qualité et le bien-être des enfants. Voilà. Donc, on a relayé l'appel à projet de l'agence de l'eau qui s'appelait initialement Un coin de verdure pour la pluie, qui a été prolongé avec l'appel à projet Rebond. Et donc, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur notre territoire, donc un simple courrier qu'on a envoyé en disant que voilà, l'agence de l'eau proposait un appel à projet. Et d'emblée, 15 communes se sont mobilisées et ont dit, nous, ça nous intéresse de travailler là-dessus. Donc, on s'est organisé, on s'est dit, on va, dans un premier temps, on va faire une réunion pour expliquer tous les enjeux autour de... Tous les enjeux, donc ce que je vous ai expliqué dans 3 diapositives. On s'est vraiment appuyé sur des chiffres, et ça, c'était vraiment une étape très importante d'expliquer pourquoi on faisait ce projet. Parce que si on ne passe pas par là, la motivation n'y est pas forcément, et on ne sait pas pourquoi on le ferait, parce que c'est des projets quand même qui coûtent assez cher, et pour que les élus se disent allez, ok, on y va, il faut qu'ils voient bien les enjeux derrière. Donc cette petite réunion a réuni quand même une trentaine de personnes, donc élus et techniciens. Et on s'est dit, voilà, quelle adaptation face aux grands changements environnementaux, quelle peut être notre action en tant qu'acteur des services publics, et quelle ambition collective on se donne. Donc on s'est organisé et on a monté un groupe de travail au sein de notre parc. Donc en fait, un parc, c'est une émanation des régions, et on travaille, nous, sur beaucoup de domaines. Donc on avait la chance au sein du parc d'avoir des urbanistes, des architectes, paysagistes, spécialistes de l'eau, spécialistes de la pédagogie. Donc voilà, ça nous a permis de faire un groupe de travail vraiment où on puisse aborder tous les enjeux. Alors, on a été bien aidé par l'agence de l'eau pour voilà, comment on s'y prend pour monter un tel projet. Donc, ça a été expliqué par mes deux
mes deux compatriotes à côté. Voilà, donc on s'est basé sur plusieurs phases. Donc la première phase, ça a été une phase qu'on a appelée la concertation, et avec une étude de faisabilité. Donc la concertation, c'est plutôt le parc qui l'a menée, et on s'est fait aider par un cabinet d'études qui s'appelle Ofris Sereg et qui était spécialisé donc, sur le paysage et puis aussi toute l'étude hydraulique. Donc ça, c'est une phase qui nous a pris beaucoup de temps et donc sur laquelle on a fait, nous, Parc, une demande de financement à l'échelle de toutes les communes. Donc toutes les communes, ça représentait 20 cours d'école. Donc là, on était sur un budget de 100 000 € qui nous a permis donc de créer, d'avoir du temps d'animation du projet, de coordination. Donc on a commencé par créer des groupes projets. Alors les groupes projets, c'est un référent par grand type d'acteurs, donc les élus, les techniciens service espace vert, les techniciens service entretien des bâtiments, l'équipe éducative, donc qui inclut les enseignants, mais aussi les directeurs de centres de loisirs, le périscolaire. On a bien sûr les parents d'élèves, délégués des parents d'élèves, et les élèves. Voilà. Donc ça, pour nous, c'était vraiment très important de faire ces groupes projets pour qu'on ait un représentant qui s'engage sur toute la durée du projet. Donc c'est lui notre référent. Voilà. Ensuite, on a monté des copiles, donc là uniquement des instances décisionnelles, donc avec les élus. Et puis, voilà, c'est la commune qui a décidé à chaque fois qui elle voulait mettre dans son copile. Donc, pour décider. Et puis, on a fait aussi un partenariat avec le CEREMA, donc un organisme d'État, qui nous a fait part de tout son retour d'expérience sur les cours d'école qui avaient déjà été aménagés. Et donc ça, c'était très important pour nous, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de retours d'expérience sur les cours méditerranéennes, mais plus sur des exemples belges, parisiens. Voilà. Donc, bon... Donc on a fait avec, parce que voilà, les milieux méditerranéens sont vraiment particuliers quand même au niveau de la gestion. Alors à partir de là, on a fait de la concertation. Donc on a fait des ateliers de co-conception, à la fois avec les élèves et à la fois avec l'équipe éducative. On a même travaillé avec des conseils municipaux d'enfants. Et on a, crise sanitaire oblige, fait des webinaires, en fait. Pas mal de webinaires, au final, mais qui ont plutôt bien marché, parce qu'on a réussi à fédérer autour de ce projet. Et on a développé... Alors, je passe à la diapositive suivante, je pourrais revenir en arrière, je pense. Voilà, donc là, vous voyez les photos où on voit les équipes sur cours, parce qu'on est obligé d'aller sur les cours pour parler en direct. Des équipes d'enseignants qui sont en train de travailler. Et puis là, sur la dernière photo, vous voyez des services espaces verts. Voilà. En fait, on a fait des réunions avec chaque type d'acteur, quand même. Parce que, on a fait des réunions où on mêlait les acteurs, donc c'est les groupes projets, et des réunions par type d'acteurs. Et ça, c'est important parce que ils peuvent s'échanger entre eux. Enfin, nous, vraiment, la plus-value de notre projet, c'est vraiment d'être sur de la mise en réseau, donc des communes. Donc celles qui étaient un peu plus avancées ont pu donner des renseignements aux autres. Alors, voilà. C'est pour ça que je voulais passer sur la diapositive suivante. C'est que là, on voit les ateliers de conception, donc avec les élèves, ce que vous avez expliqué. On a même fait des petits tests de perméabilité là, avec les élèves pour voir si ma cour est perméable ou non. Et puis, on a surtout mis en premier à disposition tout un kit de concertation à disposition des communes. Donc, on l'a créé, ce kit de concertation. On vous le partagera avec grand plaisir. C'est un kit qui est destiné à chacun des acteurs. Donc sur ce kit, on a un questionnaire qui permet à chaque type d'acteur de pouvoir se positionner par rapport au projet de cours. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui serait à changer? On a un livret sur les usages de la cour. Donc ça, c'est uniquement l'équipe enseignante et le périscolaire qui l'ont rempli, et le centre de loisirs éventuellement.
Et puis, on a aussi un document qui s'appelle document avec des photos pour donner des idées. Parce que souvent, on arrive sur ces projets et personne ne sait vraiment à quoi on peut, voilà, sur quoi on peut aller. Donc ça, c'est pour vraiment des planches d'inspiration, donner des idées, dire par exemple sur une photo, moi ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, qu'est-ce que je garderai, qu'est-ce que je ne garderai pas. Et puis enfin, on a monté un petit projet qui s'appelle Plus verte ma cour, à destination des enseignants pour qu'ils mènent en autonomie donc avec un appui du parc quand même, mais en autonomie leur projet pédagogique, de souhaits rêvés pour leur cours, de tests de perméabilité, de planches d'inspiration, etc. Voilà, donc ça c'est le kit de concertation. Et puis on a dû effectivement, alors je reviens là à la diapo d'avant. Ah mais je peux pas revenir. Dommage. C'est pas grave. Ce n'est pas un piège. Hein. C'est peut-être voilà, c'est peut-être la montre qui vous informe que nous arrivons largement à la fin de votre intervention. Voilà. Donc ça c'était la première phase. Donc concertation avec travail avec un bureau d'études, donc au Frise-Sérègue, et on a fini par élaborer 2 scénarios contrastés pour chaque cours. Donc qui prennent en compte l'état des lieux, qui prennent en compte les usages, les souhaits de chacun, et qui répondent bien aux attentes des adultes, donc des espaces pratiques et sécurisés, des besoins des enfants, avec des activités variées, calmes, ça c'est vraiment ressorti du projet pédagogique, et bien sûr les enjeux environnementaux dont on devait tenir compte. Voilà, donc 2 scénarios contrastés et une discussion groupe-projet. Alors, rediscussion sur les scénarios contrastés en groupe-projet, évolution vers un 3e scénario et validation du scénario en copile avec un budget contraint. Voilà, donc effectivement, les principales contraintes, c'était le budget des communes, puisque malgré effectivement un financement très élevé de l'Agence de l'eau sur le projet à hauteur de 70 €, il reste quand même 30% à charge aux communes, et donc il faut vraiment montrer l'intérêt du projet. Donc là, on a réussi à emmener à la fin de notre projet l'ensemble des communes, donc on est très contents. Donc 20 cours d'école, voilà, qui vont continuer donc sur un projet maintenant sur la 2e phase qui est la maîtrise d'ouvrage avec ils vont prendre un maître d'œuvre pour faire les dernières études et les travaux en été 2022. Merci beaucoup Madame Mehdi pour cette présentation très complète, très riche, très dense. Profitant de cette transition, j'espère que vous aurez apprécié également les très belles images qui sont succédées derrière nous sur ce mur d'images qui est pour illustrer notre thématique. Je me tourne vers vous pour vraiment une ou deux questions pour nos intervenants. Je vous invite à lever la main par avance pour vous signaler. Donc, mesdames, on va vous passer le micro dans un instant. Et je vous laisse nous poser une question très courte pour des réponses d'autant plus courtes qui nous permettra de partager le temps de parole. Oui, bonjour. Hélène Durand, Alizé Géomatique, on porte justement des études de désimperméabilisation, mais à l'échelle de grands territoires. Donc votre intervention était particulièrement intéressante parce qu'on décloisonne. Donc 2 petites questions. Est-ce que la notion de déconnexion et de limitation des coefficients de ruissellement a été pris en compte? En gros, la position de ces écoles peut-être par rapport à des secteurs à enjeu d'aléas ruissellement particuliers. Et 2e question, est-ce que ça a amené à rapprocher la notion de GEPU, de gestion des eaux pluviales, à celle de l'aménagement, planification, dans un contexte que vous connaissez très certainement, qui est celui du ZAN, qui d'un côté force à la densification et de l'autre des injonctions de désimperméabilisation qui peuvent être un peu contradictoires. Donc, est-ce que les communes réagissent un petit peu par rapport à ça? Est-ce que ça fait un peu boule de neige, je dirais, depuis les cours d'école jusqu'à cette stratégie de désimper un peu plus large? Alors effectivement, sur l'ensemble des communes qu'on a traitées, donc 15 communes en tout, il y a eu des profils très divers en termes de sous-sol. Et donc on avait de l'argile à certains endroits, on avait de la roche à d'autres endroits. Donc on a adapté à chaque fois, grâce au bureau CEREG, on a adapté la
les techniques vraiment d'infiltration au niveau du sol. Voilà. C'était ça votre question? Peut-être pas tout à fait. Alors là, vous parlez des conditions d'infiltration locale, mais c'est plutôt resituer la contribution au ruissellement potentiel et l'aléa propre à un bassin versant plus large. Est-ce que vous avez priorisé géographiquement selon les risques, j'imagine, cette école en fonction de l'exposition? Mais non, là non, non, parce que c'était vraiment une démarche des communes qui sont venues vers nous en disant nous, ce projet nous intéresse vraiment. Donc après, on est parti sur ces communes déjà motivées et ensuite on ira peut-être, si on veut, désimperméabiliser plus et aller plus loin. Cibler un peu plus précisément à ce moment-là. D'accord. Oui, mais pour l'instant, c'était très ouvert. Voilà. Et donc l'injonction contradictoire entre la densification de l'habitat et l'injonction à désimperméabiliser. C'est pas contradictoire pour moi, mais... On est sur des établissements qui existent depuis... ça marche, vous m'écoutez. Enfin, le sujet, je pense, il se pose vraiment sur de l'urbanisation nouvelle, mais sur des écoles qui sont souvent situées au centre des villages ou vraiment en centre-ville. Je pense qu'il se pose beaucoup moins cette question-là. En effet, là, c'était plutôt décloisonné, c'est-à-dire au-delà du côté pédagogique des écoles sur lesquelles on a une maîtrise foncière publique, qui plus est, envisager, est-ce que ça a généré des envies pour aller au-delà dans cette questionnement plutôt de planification plus large? Oui, alors là, je comprends bien maintenant. Effectivement, le fait d'avoir travaillé en concertation avec donc, les élus, l'équipe pédagogique et les parents aussi, donc sur ce rôle pédagogique vraiment des cours d'école, ça a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Vraiment, les groupes projets, là, en mêlant tout le monde. Et donc, la commune s'est dit, oui, pourquoi pas, si ce projet-là marche, et si tout le monde l'a bien compris, pourquoi pas aller plus loin sur nos places, nos parkings. Voilà, donc ça, oui. Oui, mais on attend de voir comment... Comment on va s'approprier, ils vont s'approprier le projet vraiment, voilà. Et si ça entraîne. Merci pour ces questions et cette réponse, Madame. Je vous passe la parole. Je vous laisse vous présenter également. Bonjour, Eve de Bonadonna de la société DV2E. On a pu déjà échanger précédemment. Je me permettais de revenir sur le fait qu'on parle beaucoup d'infiltration et je voulais savoir si c'était possible au regard de l'arrêté de 2008 sur la réutilisation des eaux de pluie, en contexte scolaire et dans les crèches et les maternelles, de réutiliser, de stocker ces eaux de pluie dans les cours qui sont considérés comme un extérieur et non comme un bâtiment. Voilà. Alors là-dessus, a priori, si c'est hors contexte pédagogique, donc encadré vraiment par un intervenant ou l'enseignant, ce n'est pas autorisé en France. Voilà. La réutilisation, que ce soit pour l'arrosage, jouer avec l'eau, etc. Il faut que ce soit dans un contexte pédagogique bien précis, donc pas pendant le temps récréatif. Donc ce qu'on voit dans les cours oasis avec les rivières pédagogiques... Ça doit être encadré par l'enseignant ou l'intervenant. Okay. Voilà, question claire, réponse claire. Madame Gandois? Après, il y a des possibilités de faire du stockage de toutes ces eaux-là quand on ne peut pas infiltrer. Typiquement sur l'école Jean Jaurès, ça n'a pas été mis en œuvre parce que c'était déjà déployé sur une autre école de la commune. Et là, ils avaient pratiquement 30 mètres cubes en fait, stockés, et ce qui sert au service technique pour nettoyer les voiries. Donc voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Madame Mehdi, moi j'avais une toute dernière question, c'est de savoir en termes d'acceptation, justement, de compréhension des objectifs, de la pertinence des projets, est-ce que vous avez observé dans le temps une évolution chez les acteurs concernés et impliqués? Est-ce que l'approche a changé? Alors les habitudes sont pas forcément, sont difficiles à faire changer, on le sait. C'est des nouveaux usages pour les enseignants, donc là on est en lien très étroit, en tout cas pour les enseignants, parce que on a bien sectorisé les différents acteurs. Donc pour les enseignants, on travaille avec les inspections d'académie et les conseillers pédagogiques pour faire vraiment des formations pour les enseignants sur les nouveaux usages éducatifs de la cour. Donc ça, c'est un projet qu'on a actuellement sur des temps dédiés. Dédiés, oui. Ensuite, pour les services espaces verts, pareil, on va faire des formations tout au long, là, tout un cycle de formation qu'on faisait déjà, par ailleurs, au niveau du parc, pour vraiment trouver des solutions en termes d'entretien, parce que c'est vraiment ça qui va leur poser soucis, et surtout sur la gestion complémentaire entre les enfants et puis les services espaces verts, ce qu'on a dit. Voilà, donc comment les équiper en pelle, voilà.
Monsieur Aubéry, vous vouliez ajouter quelque chose? Pour terminer, Oui. ce sera le mot de la fin, en quelque Pour sorte. terminer, alors ça ne rejoint pas forcément le sujet des écoles, mais ce matin, vous êtes tous garés sur le parking et vous avez vu que c'était un parking qui était enherbé. Donc Végétalisé, oui. Végétalisé, voilà. Donc c'est un projet qu'on a financé. Donc voilà, c'était pour souligner. C'est l'occasion de mettre en lumière, vous avez tout à fait raison. On travaille aussi sur d'autres espaces. Ça, c'est un projet qu'on a financé il y a déjà quelques années et qui, voilà, aujourd'hui, on peut constater comment il vit et comment il évolue. Ouais. Très bien, merci pour cette information. Nous y penserons en sortant, en quittant l'Arena tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour vos interventions. Je propose à nos invités de vous applaudir encore une fois pour votre présence. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner la salle. Le temps pour moi de vous annoncer la prochaine conférence qui va suivre ici. Donc, il n'y a plus beaucoup de temps pour ceux qui souhaitent rester et qui n'auront tout juste le temps des escales techniques ou d'un petit café, puisque nous reprendrons à 11h30. Comment intégrer une politique de l'eau adaptée au changement climatique à la politique d'aménagement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence? Voilà pour ceux que ça intéresse. Rendez-vous dans quelques minutes ici, même pour continuer sur ce sujet. 3, 2, 1. Good morning to you once again. Our top story this morning comes from Los Angeles following the verdict in the 4 police officers who were accused in the beating of the motorist Rodney King. They were found not guilty of almost all the charges, and one charge was simply unable to be arrived at in terms of a verdict. That was followed by fires and riots and looting spreading from one neighborhood to another throughout the night there.